Bonjour Marc Berthenesch, Bonjour Nathalie. un grand plaisir de vous retrouver ici à Saint-Germain-des-Prés. Tout à fait partagé. Alors c'était quand, en 1969 pour vous? Eh oui, 50 ans, un demi-siècle. 2005 pour moi, je me souviens très bien. J'avais eu la chance de suivre vos cours de finance. Alors Marc, bien évidemment nous allons revenir sur votre candidature au sein du conseil d'administration d'Alumni Sciences Po. Mais auparavant, si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur votre parcours et puis vous présenter à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de vous rencontrer lors de leur cursus à Sciences Po. Vous me corrigez si je me trompe, bien sûr. Tout à fait. Donc, après un doctorat en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux, vous avez obtenu l'agrégation dans la même discipline en 1981. Vous avez également obtenu un MBA PhD en finance à la Northwestern University of Chicago. C'est donc la finance, votre spécialité, que vous enseignez depuis 45 ans. Eh oui. Alors, bien sûr, à Bordeaux, à Sciences Po, mais aussi dans les plus grandes et prestigieuses écoles et universités du monde, Harvard, Oxford, INSEAD, HEC. Vous êtes également administrateur dans une douzaine de sociétés, allant de la start-up à la multinationale, Asie, Europe, États-Unis. Vous êtes un grand voyageur, mais c'est à Pau que vous avez choisi d'élire domicile. Marc, votre parcours est impressionnant. Votre engagement total, tant dans le monde de l'éducation que dans le monde de l'entreprise. Alors dites-nous, où est-ce que vous puisez toute cette énergie ? Bien, merci Nathalie pour ce portrait sans doute trop élogieux, mais que j'accepte avec beaucoup de plaisir. L'engagement, c'est vrai, mais nous sommes nombreux à nous être engagés dans la société, que ce soit dans le secteur privé, le secteur public ou le secteur associatif. Personnellement, j'ai eu la chance de choisir le métier d'enseignant, de professeur, et c'est un métier fantastique. Je dis souvent que s'il m'avait été à recommencer, je referais exactement la même chose. C'est un métier qui oblige à se réinventer, à se mettre au goût du jour. C'est un métier qui exige d'être à l'écoute, qui vous permet aussi de recevoir des gens à qui vous enseignez, que ce soit des plus jeunes ou des plus anciens. Je dis souvent que pour faire ce métier, il faut les 3 E. Il faut l'énergie, l'enthousiasme et l'empathie. Si on n'a pas ces 3 choses-là, je crois qu'il vaut mieux faire autre chose. Donc j'ai essayé tout au long de ma carrière de garder cet enthousiasme, cette énergie dont vous parlez, et cette empathie, ce contact avec les gens qui vous permet de connaître des gens, en ce qui me concerne, aux 4 coins du monde. Alors justement, vous êtes très investi dans la relation avec les alumni. Pour vous, il est très important de conserver un lien après les études. Donc, vous avez sans doute une très bonne vision du fonctionnement des associations d'alumni partout dans le monde. Quel regard portez-vous sur les nouveaux enjeux de ces associations ? Alors, je crois que les anciens élèves ou les alumni ou les alumni, pour parler comme les anglo-saxons qui utilisent ce terme très largement, venant du latin alumnus, je crois que les alumni sont les ambassadeurs de toute institution universitaire ou académique. Sans une association très forte, très puissante d'alumni, je crois qu'il n'y a pas de très grandes organisations, très grandes institutions universitaires. Donc ce sont vraiment des éléments importants. Mais le défi dont vous parlez, je crois, c'est d'aujourd'hui retrouver un nouveau contact avec les alumni. La convivialité est importante, le culte de l'ancien temps, l'école où j'ai été, c'est fondamental. Mais je crois qu'une association aujourd'hui doit se diriger davantage pour être une sorte de société de services, offrir des services. Des services qui doivent être bien sûr différenciés, des services au niveau de la carrière des gens, des services au niveau de la formation, des services qui dépendent aussi du diplôme que vous avez eu à Sciences Po, qui dépendent aussi de la formation que vous avez reçue. Donc c'est un problème assez compliqué aujourd'hui. Il y a 50 ans, moi quand j'ai fait Sciences Po, c'était plus simple. Il y avait un seul programme,
Il y avait 4 sections, bien sûr. Il y avait service public, écofi, politique et sociale et relations internationales, mais il y avait un programme de 3 ans à Paris. Aujourd'hui, le schéma est complètement différent. On a des filières et des programmes et des diplômes très différenciés sur 5 ans. On a des durées qui sont plus de 3 ans, mais qui sont de 5 ans. Et on a différents sites. En dehors de Paris, il y a des sites un peu partout en France. Donc, en termes de formation, en termes de recrutement, le problème se pose de manière un peu différente. Alors, vous parlez de société aujourd'hui de services. Cela pose directement la question de la cotisation aussi. Tout à fait. On ne va pas parler d'argent, mais enfin, c'est important. Je crois que la cotisation pose 2 problèmes. Il y a le problème de son montant et il y a le problème de sa périodicité. Son montant, je crois qu'il est lié à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire au niveau de service qui est rendu. Aujourd'hui, et on le regrette ou on ne le regrette pas, mais c'est comme ça, les gens, quand ils adhèrent à une institution, en veulent pour leur argent, comme on dit. Donc, la cotisation doit refléter les services fournis, ou plutôt les services fournis doivent correspondre au niveau de la cotisation et qui a été demandé. Et là, il y a une très grande différence. Par exemple, moi, j'ai vécu aux États-Unis, entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, quand des anciens élèves réussissent, ils donnent très largement à leur alma mater, comme on dit, à leur universités, à leur école. C'est pas encore comme ça en France, ça viendra peut-être avec le développement des fondations, le développement des chaires, on n'y est pas encore. Et donc l'association joue un rôle important. La périodicité est un autre problème. Est-ce qu'il faut une cotisation annuelle ou une cotisation à vie, comme le font d'ailleurs certaines grandes institutions à l'étranger? Vous avez Harvard, vous avez Stanford, Yale. Je crois même que HEC s'y est mis en France, vous avez HEC, récemment. exactement, et l'EM Lyon, si je ne m'abuse. Oui. En Angleterre, des Cambridge. Donc un certain nombre de grandes universités ont choisi cette cotisation à vie. Je crois que ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre ici maintenant, mais c'est un problème dont il faut débattre sérieusement au niveau de l'association pour savoir quelle est la forme optimale, si forme optimale il y a, de cotisation, dans son montant et dans sa périodicité. Certainement. Bien, Marc, vous êtes donc aujourd'hui candidat au conseil d'administration d'Alumni Sciences Po. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Alors, chère Nathalie, c'est une décision mûrement réfléchie. Et je crois qu'elle repose sur 2 raisons essentielles. La première, c'est le temps, ma disponibilité. J'ai depuis quelques mois réduit mon activité de manière significative et j'ai donc plus de temps disponible pour moi parce que l'expérience c'est bien, mais il faut du temps aussi, il faut de la disponibilité. L'expérience sans disponibilité, ça ne sert à rien. Donc je crois qu'il n'aurait pas été honnête de ma part de me présenter dans les années précédentes parce que j'avais un agenda surbooké, comme on dit aujourd'hui. J'avais des voyages incessants de par le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai cette disponibilité, donc le timing, comme on dit aussi pour parler français, est bon. La deuxième raison, et on a discuté un petit peu avant cette interview, c'est, je crois, l'urgence du changement. On assiste aujourd'hui à un désintérêt grandissant des anciens élèves vis-à-vis de leur association, sans entrer dans tous les détails des chiffres qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont très difficiles à obtenir des instances en place, qui sont imprécis, parfois contradictoires. Enfin, si on les interprète bien, il y a 7%, je crois, oui. des anciens élèves qui sont adhérents à l'association. Et quand on regarde les votes anciens et qu'on applique le même pourcentage, il y a 1% des anciens élèves qui votent aux élections. Donc c'est très peu, c'est très faible. Je crois que sur les 10 dernières années, l'association de Sciences Po a perdu 1500 adhérents, je crois, 1500, et près de 700 juste l'année dernière, 660 exactement, si je ne me trompe pas. Donc je crois qu'il y a une hémorragie, sévère, et je crois qu'il faut y remédier au plus vite, parce que sinon c'est très grave pour l'association. Le bilan est alarmant, et je crois qu'il faut agir. Donc ce sont les 2 raisons de mon engagement aujourd'hui. Marc, vous vous présentez seul à ces élections face à une liste dite de soutien à Pascal Perrineau, qui intègre 25 candidats, sachant qu'il y a 25 sièges à prendre au conseil d'administration. Est-ce que finalement cela ne ressemble pas plus à une OPA qu'à une vraie élection? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire beaucoup d'inquiétude ou beaucoup de regrets, ou je ne sais pas comment le qualifier, beaucoup de tristesse, j'allais dire. Parce que la gouvernance, c'est un ensemble de règles, un ensemble de codes,
qu'il faut respecter. Une élection à conseil d'administration, ce n'est pas une liste politique. Je suis membre de nombreux conseils d'administration, vous l'avez rappelé, on élit un administrateur, on n'élit pas une liste d'administrateurs. Donc je crois qu'il y a eu là une sorte de, j'hésite à utiliser le terme de malhonnêteté, mais un terme de maladresse en tout cas, de vouloir présenter ce scrutin comme un scrutin de liste. C'est une élection individuelle entre 50 candidats. Et ce sont les électeurs qui vont décider sur l'expérience, les compétences, un certain nombre d'éléments qu'ils sont les seuls à pouvoir déterminer, qui ils vont choisir. Donc je regrette énormément que l'on ait publié cette liste, même si on a essayé de part et là, d'en atténuer les faits. Il y a eu ce phénomène. Je crois, et je pèse mes mots, mais je crois que ce n'est pas digne de notre école, et je le regrette. Oui, je crois qu'il est important de rappeler en effet ce qu'est un conseil d'administration. Venons-en maintenant à l'essentiel, Marc. Quelles seront les grandes orientations que vous défendrez au sein du conseil d'administration si vous êtes élu? Alors, j'aime beaucoup, Nathalie, votre terme orientation, car c'est le terme qu'il faut utiliser. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de présenter un programme. Un administrateur de quelque société ou association ne présente pas un programme. Il se présente à un conseil, il se présente pour discuter avec les autres élus, avec tous ceux qui sont élus, du programme que l'on va mettre en œuvre. Et bien sûr, essayer de faire avancer ses idées. Mais il est hors de question de dire « j'arrive et je vais faire ça, ça et ça ». C'est une décision collégiale, bien sûr. Donc, orientation, mes orientations, elles tournent autour de deux axes, que je peux résumer par deux mots rapidement, modernisation et internationalisation. Ce sont vraiment les deux grands mots. Alors modernisation, modernisation on a déjà parlé. La modernisation, c'est de dire que il faut changer un peu les produits qu'offre l'association. Je veux dire, les petits déjeuners, les débats, les conférences à Paris, c'est démodé. Cette approche parisienne, je l'ai qualifiée en d'autres endroits c'est même pas parisien, c'est quartier latin, hein, c'est vraiment un endroit très, très restreint, c'est obsolète. Moi, je vis en province, même si je suis souvent à Paris, mais je vis en province, et je comprends le ressenti d'un certain nombre de membres de l'association en province qui sont un peu laissés pour compte et un peu abandonnés. Ne parlons pas d'étrangers, on en parlera tout à l'heure, c'est aussi le cas. Donc, je crois qu'il faut changer ça. Il faut adopter les technologies nouvelles à l'ère des podcasts, des webcasts, des webinars, des cours en ligne, les fameux MOOC, les Massive Open Online Courses. Je crois qu'on peut proposer autre chose et qui soit accessible à tout le monde et pas seulement un petit cercle, un microcosme parisien, comme on l'a appelé parfois. Donc, je comprends la frustration des gens de province, de l'étranger. Il faut moderniser, il faut utiliser les technologies nouvelles, et ça passe bien sûr par exemple les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, justement, parlons-en. Ils sont souvent accusés d'être la cause du mal qui grignote ces associations. Bon, est-ce que cette approche n'est pas un peu facile et réductrice? Tout à fait, très facile et très réductrice. Je crois que plutôt que de se lamenter sur l'apparition et le développement des réseaux sociaux, qui de toute façon est inéluctable, il faut essayer de s'en faire des alliés, utiliser les synergies possibles, pour utiliser un mot de gestion, entre les réseaux sociaux et l'association. Et pour cela, je crois qu'il faut former les membres de l'association à l'utilisation de ces réseaux sociaux, pour ceux qui sont un peu plus âgés et comme moi, et qui ont besoin d'un peu d'aide dans ce domaine. Il faut créer des communautés en ligne, il faut essayer de faire revivre les communautés existantes. Je crois qu'il faut donc faire de ces réseaux sociaux des aides plutôt que de se lamenter sur leur rôle négatif vis-à-vis des associations. D'ailleurs, j'ai discuté avec de nombreuses associations depuis quelques semaines et je peux vous dire que toutes ne se plaignent pas d'une hémorragie et d'une baisse du nombre d'adhérents. Il y en a même qui ont augmenté leur nombre d'adhérents. Et on constate que celles qui les ont augmentées sont des associations qui ont intégré les technologies nouvelles, qui ont intégré les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mystère, hein, il ne faut pas
combattre l'évolution technologique qui est en cours. Alors, modernisation comme premier axe, internationalisation comme second axe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, mais vous savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai exercé, j'ai vécu à l'étranger, en Angleterre, bien sûr, mais aussi et surtout aux États-Unis, où j'ai passé plusieurs années. Et je peux vous dire que l'image de l'association de Sciences Po à l'étranger, elle est minime, pour ne pas dire inexistante. Et je crois que là, il y a un travail très, très profond à faire, à remobiliser le réseau international, à utiliser les expériences de nos diplômés à l'étranger. Et il y a des expériences tout à fait fantastiques. Et en un mot, à faire rayonner le nom de Sciences Po à l'étranger. Dans un monde global aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de tout faire en français. Combien il y a eu d'activités de débat ou d'activités faites dans une langue autre que le français? Pratiquement pas. Donc je crois qu'il faut s'ouvrir davantage à l'étranger. Pour cela, il faut un réseau au niveau mondial. Et ça fait peut-être un peu prétentieux, mais je crois que ce réseau, j'en possède un relativement développé. Est-ce que vous pensez que bon nombre d'initiatives auraient pu être prises ces dernières années et qu'elles ne l'ont pas suffisamment été? Oui, alors, si vous voulez, je ne voudrais pas me lancer dans une querelle politique. J'ai eu tout à l'heure qu'on n'était pas dans la politique, donc je ne vais pas dire à tous qu'ils n'ont rien fait, ils sont nuls, etc. Non, je crois qu'il y a eu des choses qui ont été faites sous la présidence de Pascal Perrineau, et d'ailleurs, je prends cette occasion pour lui dire qu'il doit en tirer tout le crédit et en être remercié. Mais en fin de compte, c'est les résultats qui sont importants. Et les résultats, on les évoquait tout à l'heure. Quand 93% des anciens élèves ne sont pas membres, quand 1% votent, quand 1500 adhérents ne renouvellent pas leur adhésion dans les dernières années, il y a un problème. Et donc je crois qu'il faut à ce niveau-là prendre le problème. D'ailleurs, j'ai l'intention de soumettre au nouveau Conseil l'idée de lancer une consultation très large auprès des anciens élèves pour savoir ce qu'ils attendent de leur association. Une consultation d'ailleurs qui devrait être renouvelée de temps en temps. On apprend ça en gestion, il faut connaître son marché, il faut connaître les attentes de ses usagers ou de ses clients, on les appelle comme on veut. Et je crois qu'il est nécessaire de peut-être faire une étude assez approfondie sur ce que les adhérents attendent de leur association. Ça n'a pas été fait, je crois qu'il est temps de le faire aujourd'hui. Marc, nous arrivons au terme de cet entretien. Je vous laisse le mot de la fin. Bien, vous savez, je l'ai dit, je suis très attaché à Sciences Po. J'étais très attaché à Sciences Po comme étudiant. J'y étais très attaché comme enseignant. Je crois, et je pèse mes mots, que c'est une école extraordinaire, unique dans son genre. Et c'est une école qui a su se réinventer profondément au cours des dernières années. Je vous disais tout à l'heure, moi de mon temps, il y avait un programme. Maintenant, il y a de nombreux programmes et diversité de sites. Donc c'est une école qui a su se transformer en profondeur. Et je crois que l'association, elle doit, elle aussi, se réinventer, elle doit aussi se transformer en profondeur si elle veut être crédible. Aujourd'hui, cette association est affaiblie, on l'a dit, on a vu les chiffres tout à l'heure, et je crois qu'elle a besoin d'un conseil d'administration engagé, compétent, volontariste et innovant. Et c'est ce à quoi j'essaierai de m'atteler si j'ai l'honneur et la joie d'être élu. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui m'apporteront leur soutien, leur suffrage, et les assurer que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour dynamiser, moderniser, internationaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, cette association qui en a bien besoin, pour cette école que nous aimons tous. Merci Marc pour votre temps et pour tous ces échanges extrêmement intéressants. Donc je rappelle que vous avez créé un site de campagne sur lequel figure toute l'information utile au vote en vue de l'élection de ce nouveau conseil d'administration qui siégera pour 3 ans. Alors le vote se terminera par correspondance le 20 septembre. Il se terminera le 27 septembre sur site, rue Saint-Guillaume, que tout le monde connaît. Je vous souhaite bonne chance, Marc, et j'espère vous voir très bientôt à nouveau. Merci beaucoup, Nathalie, et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci. Avec plaisir.